rapport spécial du secrétaire général sur le nombre d'enfants qui meurent chaque année et qui augmente malgré nos efforts en tant que société civile, malgré le protocole et les accords. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc aujourd'hui, nous avons un panel de haut niveau. Je vais laisser la parole à Madame Tagrid Jaber, directrice régionale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Nous avons le plaisir de lui céder la modération de cette réunion. Merci Alex. Bonjour à toutes et à tous. Merci Alex donc pour cette introduction et merci à DEI et à toutes les personnes qui ont organisé cet événement très important qui arrive au bon moment. C'est à la fois la fin de l'année, mais c'est aussi un moment dans lequel il faut qu'on prenne un peu de recul et qu'on réfléchisse, qu'on voit où on en est, qu'est-ce qui reste à faire, et comment on peut rectifier le tir ou comment on peut amplifier notre travail pour l'avenir. Merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence. Pinar Reform International est ravi de participer à cet événement important. Comme l'a dit Alex, nous allons donc pour cette dernière session plénière parler des enfants privés de liberté dans des contextes de conflits armés ou de sécurité nationale. Pendant cette discussion, on va souligner la différence entre ces deux aspects, conflit armé ou sécurité nationale, et on va essayer de bien justement distinguer aussi les enfants qui sont privés de liberté dans l'un ou l'autre de ces deux contextes. Et nos intervenants vont l'expliquer aussi. Sans perdre de temps, parce qu'on a déjà en fait perdu 15 minutes sur cette session d'1h30. Donc pour ne pas trop décaler la journée, je passe directement à notre premier intervenant. Vous avez toutes et tous entendu parler de Guantanamo Bay. On en a des souvenirs, des idées claires, ou en tout cas vives, de ce qui se passait dans ce centre de détention. On a entendu des histoires abominables de torture, de traitements dégradants, de détention sans fin. Et on se demandait quel était le sort des personnes qui étaient enfermées dans ce centre de détention et qui évidemment posait de nombreuses questions en termes de légalité et certaines puissances, en fait, à travers, par exemple, ce type de centre, remettre en question ces normes internationales des droits humains. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Monsieur Omar Kader, qui est un ancien enfant détenu à Guantanamo Bay. Il va nous raconter son expérience dans cette prison et après, quand il a fallu gérer toutes les conséquences et se réintégrer dans la société en tant que citoyen canadien. Bienvenue, Omar. On lui souhaite la bienvenue. Il va nous emmener un petit peu dans ce parcours qu'est son histoire personnelle. Good morning. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité et de vous faire part un petit peu de mes réflexions. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'une histoire réussie, un success story dans un moment difficile de notre monde. Et enfin, je vais vous raconter mon histoire et vous verrez si c'est une histoire qui finit bien ou pas. Je voudrais cependant vous demander d'écouter cette histoire, ce récit, avec le moins de préjugés possible. C'est l'histoire d'un enfant, un enfant comme tous les enfants du monde, avec des rêves et des peurs d'enfant. Un enfant qui a grandi avec sa famille en voyageant à travers le monde. Et dans l'un de ces voyages, il y a eu une fin abrupte. Cet enfant a été privé de sa famille, séparé de sa famille, avec des bombardements. Et par chance, il a survécu et il a été euh, euh, sauvé de cette zone de guerre.
Et l'enfant pensait que ses souffrances, ses blessures étaient finies. Il ne savait pas que les personnes qui l'avaient emmené, qui parlaient sa langue et qui avaient sa culture, le placeraient dans une situation de 10 ans de torture. Les maltraitances ont commencé dès son réveil à l'hôpital. Cet enfant était psychologiquement, émotionnellement et physiquement maltraité. Il était désespéré. Il voulait que son cœur s'arrête, que la douleur s'arrête. Il a réalisé que la seule sortie possible de cet enfer, c'était de donner aux bourreaux ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire des aveux complets. Quand finalement l'enfant a été renvoyé dans son pays natal, il pensait que notre cauchemar était terminé, mais à nouveau ses espoirs ont été douchés. Il a été placé en prison où il connaîtrait de nouveau des maltraitances et finalement il fut libéré. Sa soi-disant liberté était encadrée par des conditions extrêmement difficiles pendant des années. Il ne pouvait pas euh, parler sa langue maternelle ou vivre avec sa religion. Il était désigné comme un danger par les médias et par la classe politique. Bien sûr, ça a touché et empêché toutes ses tentatives de vivre une vie normale. Le plus grand rêve de cet enfant, c'était de travailler dans le secteur de la santé. Il connaissait la douleur. Il voulait aider les gens à soulager leur douleur. Malheureusement, il a dû abandonner ce rêve parce que, en raison de toutes les batailles juridiques qu'il a dû mener, cet enfant qui n'était plus un enfant au niveau de son âge ne voulait qu'une chose. Il voulait sortir de cette zone de guerre. Mais tout ce qu'il a pu voir de tous les côtés pendant des années, c'était des batailles. Quand il n'a plus pu gérer cela, quand il a pu enfin voyager, il a décidé de retourner dans une zone de guerre. Parce que c'est ça qu'il n'avait jamais quitté. Je sais que c'est pas l'histoire à succès que vous auriez aimé entendre, mais il faut que l'on se demande à qui la faute? Est-ce que c'est la faute de cet enfant qui n'a pas pu gérer la maltraitance, la torture, le désespoir, ou est-ce que c'est la faute de tous les adultes autour de lui qui l'ont placé dans cette situation? Heureusement, ce n'est pas comme ça que cette histoire en réalité se termine. Ce jeune homme, cet homme, n'a pas abandonné, n'a pas cédé au désespoir, n'est pas revenu dans une zone de guerre. L'enfant se tient maintenant devant vous, il partage son histoire. C'est un mari, c'est un père qui est sain et sauf, mais qui n'est pas exempt de cicatrices. Mon succès, c'était en fait l'échec de gouvernement, d'institutions. C'était par la grâce de Dieu ce succès. Mon succès, c'était parce que certains bons individus existent, notamment vous dans cette salle, qui n'abandonnent pas et qui continuent à travailler pour protéger les enfants. C'est vrai que je ne suis que une personne. Mon histoire ne pourrait être qu'un élément de statistique dans un rapport, mais elle représente notre vision des enfants dans le monde, ce qui se passe pour des enfants à certains endroits ou des enfants de certaines religions, et ces enfants qui ne sont plus vus comme des enfants dans certains cas. Ce qui rend mon histoire singulière, c'est que les auteurs de crimes que j'ai subis, de la torture ou les gouvernements qui sont censés, d'après ce qu'ils disent, protéger les droits de l'enfant, que c'est particulièrement pertinent, cette histoire, si l'on regarde ce qui se passe pour les enfants palestiniens aujourd'hui. Les enfants font preuve d'une résilience sans borne. Leur espoir peut renaître et s'émanciper de nouveau malgré avoir traversé des situations les plus difficiles. Les enfants ne devraient pas porter le fardeau de l'échec des adultes qui les entourent. Ce dont ils ont besoin des adultes, c'est de la protection et que l'on chérisse leurs espoirs. L'espoir des enfants, c'est l'avenir. Merci. Thank you, Omar. Thank you for Merci
Omar, merci de nous avoir partagé cette histoire. On est très reconnaissant de cette ouverture qui est la vôtre. Et un des problèmes importants, une des questions, c'est à qui la faute? En effet, est-ce que les enfants sont responsables ou sont au contraire des victimes? Ça, il faut que l'on rappelle aujourd'hui, il faut que on se demande comment les États doivent assurer un équilibre entre la protection des enfants et leurs mesures de sécurité nationale. Et j'en passe directement à notre deuxième intervention. La professeure Fionnuala Ni Aolein. Elle est ancien rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Elle est actuellement professeure à l'université de Minnesota Law School et professeure de droit à Belfast en Irlande du Nord. Elle va nous parler dans son discours, faire un état des lieux des pratiques actuelles quant aux enfants privés de liberté sur motif de sécurité nationale. Nous parler un petit peu des défis et des liens entre l'architecture mondiale de l'antiterrorisme et les normes, notamment les mesures antiterroristes et leur relation avec les droits des enfants. Vous avez la parole. Bonjour. Merci, Omar. Ça vaut la peine de se rappeler il y a encore 27 hommes détenus à Guantanamo Bay, à Cuba, qui ne devraient pas être là-bas. Alors, le contexte, ce que j'aimerais d'abord vous dire, c'est les normes institutionnelles d'antiterrorisme, et notamment celles qui ont été créées après le 11 septembre 2001. On a pu voir que finalement, ça a mené au pacte mondial de l'antiterrorisme et à un certain nombre de sanctions de l'ONU. Ce n'est pas seulement l'antiterrorisme qui a finalement été légitimé dans le système de l'ONU et qui a un peu envahi les institutions, mais c'est aussi les partenariats publics-privés et un certain nombre d'organismes dans le monde, le Forum mondial de l'antiterrorisme, par exemple. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le contre-terrorisme ou l'antiterrorisme institutionnel avance et il y a tout un cadre normatif qui est en général, qui contredit souvent les droits de l'homme et les droits des enfants. Parce qu'il y a un manque d'une définition de ce qu'est le terrorisme. Et finalement, c'est un peu perméable, cet antiterrorisme et les infrastructures de sécurité, dans un contexte dans lequel les États finissent par appeler qui ils veulent, y compris des milliers et des milliers d'enfants, les désigner comme des terroristes. Le contexte, c'est aussi ce que l'on appelle un petit peu les règles de l'antiterrorisme, avec des sanctions pénales pour des enfants et des adultes, mais aussi l'utilisation de mesures technologiques, civiles, administratives, notamment de surveillance, à l'encontre des enfants, en fonction du genre de l'enfant, de son lieu géographique de vie et de ses liens familiaux, présumés ou véritables. Et c'est aussi le fait de pouvoir juger les enfants comme terroristes simplement du fait de leurs parents ou de leurs proches. Les normes de l'antiterrorisme, finalement, de plus en plus, c'est le quatrième pilier des Nations Unies. Et c'est extrêmement préoccupant parce que, à de nombreux égards, ça cherche à remplacer d'autres normes. Et probablement, les normes qui sont le plus en danger, c'est les normes du droit humanitaire international. Je dois souligner la vulnérabilité de ce droit international en ce qui concerne les enfants. L'antiterrorisme essaye de remplacer ces normes de protection. Je voudrais me centrer sur les enfants, les garçons, parce que ils ont une place particulière. Ce statut à la fois de civil et d'enfant devrait leur garantir une protection d'autant plus élevée
dans les conflits armés et dans les contextes de sécurité nationale. Le fait d'être un enfant garçon joue sur sa protection et en particulier la protection qui devrait être accordée aux enfants dans les conflits armés ou qui se retrouvent dans les filets de préoccupations de sécurité nationale. L'enfant devrait d'abord être vu comme un civil, mais les garçons sont souvent vus comme des hommes déjà et se retrouvent à subir les mêmes maltraitances ou les mêmes douleurs qu'un homme adulte. Alors, je ne vais pas parler des différents traités des droits de l'homme qui sont en place et qui visent à protéger les enfants, la Convention des droits de l'enfant ou autre, normalement devrait protéger le droit des enfants et s'appliquer dans des situations de lutte contre le terrorisme ou de sécurité nationale. Et ces accords internationaux, normalement, s'appliquent dans des contextes dans lesquels des groupes terroristes, tels que définis par l'ONU, contrôlent des territoires. Mais qu'il s'agisse des normes minimales de l'ONU sur la protection des mineurs privés de liberté, les règles de Beijing, les principes de Paris ou même les principes de Vancouver, en fait, en réalité, l'application de tous ces textes sont hypothétiques et ne conviennent pas pour les enfants. En particulier, les normes de lutte contre le terrorisme empêchent ces traités de véritablement protéger les enfants. Et puis, il y a le rôle croissant des autres lois antiterroristes qui mettent en péril les droits de l'enfant. Le discours antiterrorisme, les pratiques dans le droit national aussi. Par exemple, en 2023, le comité de l'ONU sur les droits de l'enfant, représenté ici, aujourd'hui, dans ce panel, avec une autre entité, ont exprimé leurs préoccupations quant à la pratique grandissante de détenir des enfants qui seraient identifiés comme appartenant à des groupes armés. Mais malgré ce cri d'alarme, la situation des enfants reste l'une des plus précaires en ce qui concerne les règles de l'antiterrorisme ou le fonctionnement du droit dans l'antiterrorisme. C'est pas seulement illustré par exemple par Guantanamo Bay, mais on peut tirer ce fil de Guantanamo et le relier à la situation dans le nord-est de la Syrie actuellement. Des milliers d'enfants restent détenus là-bas et cette situation montre bien non seulement la vulnérabilité des enfants garçons masculins, et aussi le fait que les enfants puissent être détenus sans aucune procédure juridique, simplement parce on présume qu'ils sont soit des terroristes, ou liés à des terroristes. Donc le simple fait d'être né dans un territoire où il y a des groupes terroristes qui opèrent, la géographie, ça fixe le destin de ces enfants et c'est le premier euh, facteur qui fait que leur naissance et leur lieu de naissance fait qu'on les considère comme des terroristes. Deuxième chose, c'est la religion. Je crois qu'il faut dire à quel point les enfants garçons musulmans portent le poids de cette affiliation à cette religion et cela justifie leur dangerosité présumée. On l'a vu à Guantanamo, on le voit en Syrie, on le voit également en Palestine. Troisième facteur, c'est le fait que des enfants, garçons qui sont liés à des pères, à des oncles, à des grands-parents, jugés suspects par des États, ces enfants, ces garçons, devraient être protégés par le droit international et le droit humanitaire. Ils doivent euh, être considérés comme innocents. Et le quatrième élément qui fait que l'on retire les enfants du droit, c'est que leur mère, par exemple, se retrouve être un membre d'un groupe terroriste, même si elle a pu subir subir cette affiliation au groupe terroriste. Les rapports médiatiques de certains médias
utilise souvent ces termes extrémistes, terroristes, pour décrire des enfants de 2, 3, 4 ans qui se retrouvent dans un endroit qu'ils n'ont pas choisi et dans des conditions terribles que l'on n'imagine pas. Et c'est ces mots utilisés, c'est cette association entre ce vocabulaire, ces adjectifs et des enfants qui justifient leur détention, qui justifient euh, le fait que cet enfant, parce qu'il est à tel endroit, de facto le définit comme un terroriste. Et ça justifie le fait que même des États vus comme démocratiques refusent euh, de protéger ces enfants et finissent par, dans les faits, considérer ces enfants comme des terroristes. C'est inacceptable, les jeunes garçons sont exclus de la protection parce qu'ils sont jugés comme un potentiel terroriste. Pour l'enfant qui ne peut pas finalement échapper à ce caractère inévitable et qui se retrouve mis dans cette boîte parce que c'est supposé être son identité essentielle, géographique, religieuse. Et cela met en péril la protection normalement accordée à l'enfant par le droit international. Et la Syrie est dans un processus de transition aujourd'hui, et il y a une population énorme d'enfants dans des camps. 60% de la population a moins de 12 ans, avec un grand nombre d'enfants qui sont détenus de manière arbitraire sans processus juridique. Et la violation des droits dans ces lieux de détention inclut la torture, des traitements humains dégradants, inhumains dégradants, et aucune possibilité d'éducation ou d'autres droits fondamentaux auxquels les enfants devraient avoir accès. Je crois que c'est important de dire que on voit que l'antiterrorisme non seulement entraîne de la détention, mais détruit structurellement l'accès à d'autres droits. Par exemple, le droit à des procédures juridiques. On voit que l'âge de la responsabilité pénale est abaissé, il n'y a pas assez d'accès à des services d'avocats, etc. La liste est longue. Et on peut voir que le discours antiterroriste a grandi, a pris de plus en plus de place ces dernières années, et en parallèle, on a pu voir la diminution de l'importance du droit de l'enfant. Et bien sûr, l'une des plus grandes menaces à la Convention sur les droits de l'enfant aujourd'hui, c'est la croissance du système de l'antiterrorisme et qui, encore une fois, nuit à la protection des droits de l'enfant. Thank you very much, Professor Olain, and thank you for highlighting the whole issue of de facto presumptions that because of geography, religion, family, history, you're already labeled and associated. And actually, the fact that thousands of children have been detained only for expressing their views. We have seen at the study that has reflected why that many children were detained when they were demonstrating actually in the street, trying to express their views about the system, the regime, and because states have that right for a wide definition of terrorism, those children were detained and actually for prolonged periods and tried under counterterrorism or under terrorism crimes. Thank you very much for your highlight. And now we will continue actually with Ms. Makiko Otani, member of the Committee on the Rights of the Child, and she was the former chair of the committee. She's an international human rights lawyer with a long time practice experience and civil society background. Ms. Otani will actually highlight the challenges and preventing the deprivation of liberty of children in armed conflict and under national security charges. She will emphasize the importance of child rights approach and the role of collaboration of relevant UN mandate and mechanisms to provide more protection in line of all the challenges that we're facing right now. Thank you very much. Thank you very much.
And I also want to thank the organizers for having me, and also thank Omar for sharing his experience. I came all the way from the Tokyo to speak at this session. Despite the complexity and sensitivity of this issue, we must apply child rights approach. And I believe it is a role and responsibility of the Committee on the Rights of the Child to advocate the child rights approach to all matters concerning children. All persons below the age of 18 years are children. All children must be treated as children, no matter what their status or the context. This is the key message of the joint statement issued by the CRC to SRSGs for children and armed conflict and on violence against children, UNICEF Sorry. 2022. La détention, pardon, tous les enfants ont droit à la protection dans tous les contextes, quel que soit le statut de leurs parents ou quel que soit la... Pardon. Donc les droits de ces enfants ne sont pas respectés. Et on voit même des reculs. Le rapport de 2019 est un long document avec des résolutions qui soulignent que les enfants liés associés à des groupes armés doivent être d'abord traités comme des victimes. Elle reconnaît que les conflits sont des situations spécifiques et que les enfants privés de liberté sont des situations problématiques et en fournissant d'autres perspectives. Tant elles n'ont pas la même attention que dans d'autres contextes. Pourquoi? Eh bien, malgré le fait que la Commission sur les droits de l'enfant s'applique, notamment dans les situations de conflit, ces situations ne peuvent pas modifier l'application de la Convention. Il y a une perception que ce sont des situations spécifiques pour lesquelles la Convention ne s'applique pas forcément, mais il est temps de redoubler d'efforts pour augmenter nos obligations, de respecter nos obligations dans ce type de contexte. Et j'espère d'ailleurs qu'à cette conférence, nous allons rassembler des idées orientées vers l'action pour avancer vers le changement. Voici mes recommandations qui incluent ce que je pense le C2 devrait faire. D'abord, inclure les principes et directives et les recommandations, notamment le fait que la protection des enfants est la première étape pour s'assurer que les enfants sont traités comme des enfants, en se centrant sur la réinsertion des victimes et garantir également leurs droits dans les systèmes judiciaires. Ensuite, le comité doit saisir l'opportunité de traiter ce problème dans tous les pays et les recommandations doivent couvrir les obligations, mais aussi la liberté d'expression, de réunion, les législations de lutte contre le terrorisme et les sanctions liées doivent être également les traumatismes et pour ce faire, le comité doit recevoir des informations spécifiques des acteurs, des agences de l'ONU, de la société civile, des experts et des universitaires. Dans le nord-est de la Syrie ou dans d'autres pays, des enfants sont détenus, et nous avons besoin de votre soutien et de vos contributions. Le CDE a appliqué des décisions sur le rapatriement des enfants dans le nord-est de la Syrie et
En vertu de cette décision, le rapporteur, qui était à l'époque Nira, a traité de cette question du rapatriement. À toutes les étapes de la détention des enfants, il faut mener des actions selon les différents traités du Conseil des droits humains sur la violation des droits des enfants. Et en vue de... En 2022, donc il y a des bons exemples qui montrent les problèmes liés à la détention des enfants dans le contexte de conflit. Le Kazakhstan a organisé un événement parallèle pour partager son expérience en termes de réinsertion des enfants. Il faut recueillir et partager davantage de ces exemples. La possibilité, quatrième point, de renforcer l'article 7 de la Convention sur la participation des enfants et les obligations des États à réinsérer ces enfants dans la société, notamment en utilisant un soutien financier. On a entendu hier que la détention des enfants est l'une des conséquences du recrutement des enfants. Il faut mobiliser la coopération internationale des États, ciblant les enfants qui sont victimes, qui sont recrutés, pour renforcer la protection des capacités de protection des enfants et apporter un soutien technique pour les systèmes judiciaires de justice des mineurs. Donc, on a mentionné l'urgence de garantir les droits de l'enfant dans la mise en place de mesures de lutte contre le terrorisme. Les droits des enfants doivent être intégrés dans tous les travaux de l'ONU dans la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité, pour promouvoir des normes qui stipulent que la lutte contre le terrorisme ne doit pas se faire au détriment des droits des enfants. Et les enfants liés à des groupes armés doivent être avant tout traités comme des victimes, qui sont des agents de changement et des partenaires importants. C'est la voie à suivre pour vers des sociétés de paix et pacifiées. Merci. Thank you very much, Ms. Merci beaucoup pour ces recommandations qui seront très utiles dans les discussions en groupe. Nous allons approfondir la question et voir comment avancer dans la matière. Merci d'avoir souligné cette approche basée sur les droits des enfants avec des messages clés disant que la détention doit être le dernier recours et pour la plus courte période possible. On va aussi aborder en discussion en groupe les protocoles et nous allons voir comment fournir un soutien technique aux États pour appliquer ces recommandations que vous appelez de vos voeux. Ensuite, nous allons passer à M. Alex Wargo, qui est chargé de programme au bureau du rapporteur spécial SRSG sur les conflits. Et donc, il a un CV intéressant, plus de 20 ans d'expérience avec des terrains en Europe, en Afrique et différents endroits. Et il a aussi travaillé avec l'OTAN. Il a été conseiller pour le conseiller spécial pour la sécurité
humaine. Donc, l'OTAN et les enfants, ce sont des domaines intéressants de discussion. Il va aborder comment les efforts de l'ONU pour rapporter sur l'impact de l'application de la sécurité nationale euh, sur le traitement des enfants liés aux groupes armés. Merci. C'est un peu intimidant, passer de Omar à ensuite à Mikiko. Je me sens pas expert, mais j'espère apporter quelques éléments. L'année passée, ça a été la pire année pour les enfants en situation de conflit. Et cette année, ça risque d'être euh, la même tendance que nous allons voir. Les violences, la pire des violences à l'encontre des enfants, c'est la privation de liberté dans les situations de conflit et de sécurité nationale. Le mandat du Conseil de sécurité a un mandat donc, concernant ces enfants et leurs liens supposés. Le secrétaire général note que nous n'avons pas forcément de données, mais actuellement 749 enfants sont détenus sous cette motivation et 96 pour les raisons de sécurité nationale. Et tous ces enfants seront jugés devant des tribunaux militaires au Nigeria. 149 enfants sont détenus pour raison d'associations et des groupes armés. En Syrie, 800 enfants sont détenus pour association avec Daesh. 2900 sont détenus dans des camps pour leur association présumée avec Daesh. Ils ont entre 10 et 12 ans dans des camps de détention où il n'y a pas de sortie possible. Donc, même si cette privation de liberté requiert toujours davantage de données, la vraie question, c'est comment nous pouvons impulser un changement dans cette tendance de privation de liberté pour les enfants associés à des groupes armés, y compris des associations terroristes considérées comme terroristes par les Nations Unies. Dans ce contexte, on voit donc des tortures, des violences sexuelles et un manque de protection, des détentions administratives, des détentions préventives, et la liste continue. Ces violations sont dénoncées par les acteurs de la protection des enfants et des ONG. Et chaque année, ils plaident pour la libération de ces enfants. Mais maintenant, la privation de liberté des enfants sur ces bases se développe. Donc c'est une tendance globale.
Ils ne sont plus vus comme des victimes, mais comme des menaces. Donc voici une autre question à se poser. Les États travaillent un peu dans le vide. Tout le monde a des amis, et les gouvernements et les groupes armés aussi. Dans le nord-est de la Syrie, on a pu voir la prison de Kapseng. Et donc il faut faire pression sur ces acteurs qui perpétuent ces violations directement ou indirectement. Mes collègues vont en parler, mais il y a des pratiques prometteuses par les États concernant dans lesquelles la privation de liberté des enfants est la dernière option, des exemples à partager et à développer ailleurs. Il y a des recherches qui montrent que les enfants associés à des groupes terroristes peuvent être réinsérés de manière positive. Notamment, il y a des preuves qu'il n'y a pas de différence. Et entre la manière dont ils entrent ou ils sortent, quel que soit le groupe concerné. Donc, cette différence qui est construite de toutes parts doit être déconstruite et on doit vraiment les renvoyer chez eux. Dans l'intérêt des enfants, et il faut restaurer la primauté de la libération des enfants liés à un groupe armé. Voilà quelques idées que j'aimerais présenter. On pourra en discuter plus tard. Il y en a 6. J'espère que vous serez patients. D'abord, les efforts l'antiterroriste sont souvent masqués par des coalitions d'acteurs hybrides. Et il faut travailler avec ces coalitions d'acteurs quand c'est possible, établir un dialogue avec eux sur le besoin d'établir et d'appliquer les principes de protection des enfants. En Syrie, nous devons dialoguer euh, avec les États membres qui sont partie de la Convention contre Daesh. Donc, des espaces soient ouverts pour les enfants. Les principes de Paris, notamment le fait que ces enfants sont avant tout des victimes, ce sont des bonnes pratiques. Les signataires doivent mettre en œuvre, appliquer ces principes dans les contextes de conflit et de sécurité nationale. L'ONU doit s'exprimer d'une seule voix concernant ces violations. Nous devons réexaminer les soutiens de l'ONU à ses efforts de lutte contre le terrorisme. Et je pense qu'il faut approfondir cette discussion. Et enfin, la torture est souvent associée à ces efforts de lutte contre le terrorisme, ainsi que les traitements dégradants, la violence sexuelle. Et ces enfants sont traumatisés à vie. Il faut apporter une réponse sanitaire également avec des experts aux conséquences de ces mauvais traitements, de ces violences. Merci. Thanks very much for
Merci beaucoup, Alec, d'avoir souligné ces aspects importants. Merci d'avoir mentionné le fait que ces enfants sont jugés dans des procès, dans des cours militaires, dans les tribunaux militaires. Et le fait que les groupes ne travaillent pas dans un espace juridique vide, il y a des traités, des accords à respecter. Et je voulais aussi vous remercier d'avoir évoqué le fait que l'ONU doit parler d'une seule et même voix. Les Nations Unies ne doivent pas jouer le deux poids, deux mesures quand ils traitent tel ou tel dossier. On ne peut pas critiquer la situation dans tel ou tel pays et ne pas condamner la situation similaire qui pourrait se passer dans un autre pays. Et malheureusement, ce que l'on a pu voir récemment, par exemple en Palestine, c'est un exemple manifeste, c'est clair parfois comment ce système ne répond pas aux droits des personnes sur le terrain et ça menace tout le travail qui avait pu être fait en matière de normes internationales de droits humains, des principes mondiaux, des références que l'on doit toutes et tous suivre, notamment en ce qui concerne la protection des enfants. Donc merci infiniment d'avoir mis en avant cet aspect. C'est vraiment important de le dire. Maintenant, nous allons accueillir la prochaine oratrice, Madame Alexandra Martins, qui est responsable de, du programme mondial de l'ONU DC euh, pour mettre fin à la violence contre les enfants des Nations Unies. Elle a un doctorat sur les droits des enfants placés sous l'administration de la justice. Ces 20 dernières années, elle a travaillé dans plus de 50 pays. Elle les a accompagnés avec un soutien technique pour protéger les enfants des crimes et des violences. Madame Martins va nous parler d'une recherche récente de l'ONUDC par rapport au recrutement des enfants par des terroristes et leur recrutement en Indonésie et au Nigeria notamment. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci Tagrid. Je voudrais remercier Alex de m'avoir invité à faire partie de ce panel. Je remercie aussi mes collègues ici et en particulier Omar. C'est un plaisir d'être assis à côté de vous. Sa déclaration était très forte et pose une bonne question. À qui la faute? Je voudrais être optimiste et dire peut-être qu'il faut que l'on justement inverse la tendance actuelle. En 2015, j'étais, j'ai été appelé par un ministre dans un pays du Sahel qui m'a dit, je suis devant une situation terrible, on a arrêté plus de 100 garçons qui sont partis de Boko Haram. Ils sont emprisonnés avec des adultes et je ne sais pas quoi en faire. Est-ce qu'ils sont des victimes? Est-ce qu'ils sont des délinquants? On les a enfermés et on ne sait pas dès le départ ce qu'est leur statut juridique. Ça, c'était le premier appel que j'ai reçu. Et puis de nombreux autres appels me sont parvenus de nombreux pays du monde, pas seulement en Afrique, mais aussi en Asie, en Afrique du Nord et Moyen-Orient, en Amérique du Sud également. Donc, en 2015, déjà, ce qui se passait, c'était très clair. Les autorités un peu partout dans le monde ne savaient pas comment gérer quelque chose qui se passait sur le terrain, à savoir l'implication d'enfants dans des groupes désignés comme étant terroristes. Donc, ils contactaient l'ONUDC parce qu'on a un mandat sur les droits des enfants en nous disant, mais aidez-nous, que faire? Et moi, certains de mes collègues disaient, il faut, bon, je ne vais pas nommer les pays, mais vous devez euh, former les juges aux droits des enfants et à la communication avec les enfants. Et donc, je reviens à la question, à qui
la faute? Est-ce que c'est à moi d'aller former les juges pour qu'ils connaissent les principes, les articles, les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et qu'ils puissent bien travailler en tant que juge ou procureur? Et donc, je voudrais aussi vous donner un petit peu de contexte, et à savoir, le contexte, eh bien, c'est que la frontière entre criminalité, conflit, insécurité, terrorisme, ces frontières sont poreuses parce que les phénomènes se chevauchent et le droit international et ses règles se chevauchent aussi. Et par conséquent, les autorités sur le terrain ne savent pas quels sont les cadres juridiques applicables. Ils ne savent pas. Les praticiens, les décideurs politiques, les professionnels ne savent pas non plus comment gérer de telles situations. Certains pays nous ont contactés. Le premier, c'était la Suisse. Ensuite, c'était la Norvège qui disait, on a besoin d'orientation. Les enfants qui sont impliqués dans des groupes terroristes, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, les discours, le terme, c'est important parce que si on ouvre les journaux, chaque semaine, vous entendrez des informations, vous verrez des informations sur des enfants qui sont impliqués dans de l'extrémisme, du terrorisme, etc. Là, on parle de termes qui n'ont pas de définition dans le droit international. Donc, on est poussé par des hypothèses, de la peur. Le terrorisme, comme on l'a dit plus tôt, n'a pas de décision, de définition. Il n'y a pas de définition d'extrémisme. Tout ça, ce sont des portes ouvertes à des violations graves des droits humains. Donc, pour le contexte, d'abord, je l'ai dit, les frontières entre criminalité, terrorisme, crime organisé, conflit, ces frontières sont floues. Et deuxième chose à reconnaître, c'est que sur le terrain, ce qui prévaut, c'est la sécurité. Et les premières réponses, c'est de gérer ce risque sécuritaire. Et euh, ça éclipse le droit humanitaire ou le droit international qui même est parfois totalement ignoré. Et donc, quel est l'impact de cela sur les enfants? Omar l'a bien montré. Les enfants sont victimes des deux côtés, c'est-à-dire ils sont victimes lorsqu'ils sont recrutés, instrumentalisés, utilisés par des groupes. Cela peut être des gangs, des groupes armés, des groupes criminels. Ils sont désignés comme des groupes terroristes. Donc les enfants sont victimes de ce côté, ils sont exposés à de la violence criminelle, mais ils sont aussi victimes lorsqu'ils se retrouvent entre les mains des autorités nationales, soit de la justice, soit de la sécurité, parce qu'on les étiquette comme terroristes. Et donc, on regarde les enfants en ignorant leur vulnérabilité, en ignorant leur premier statut qui est celui de victime, et on les voit comme des menaces. On ne peut pas ignorer que c'est là la tendance actuelle. Ça fait 10 ans donc que je travaille sur les enfants dans le cadre de l'antiterrorisme. Cette année, on a publié la première étude là-dessus. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les enfants dans les groupes armés, mais dans celle-ci, on a essayé de comprendre. Est-ce qu'il y a une différence entre les enfants qui sont associés à des groupes désignés comme terroristes et, en fait, de manière exponentielle, le terrorisme a été utilisé à des fins politiques. Notre recherche s'est intéressée à des groupes terroristes tels que listés par le Conseil de sécurité, mais on a aussi regardé comment les autorités nationales avaient défini les groupes terroristes. Et ça, c'était une autre tendance. Ce qu'on en appelait hier un groupe terroriste organisé en Amérique latine, maintenant, on a un groupe criminel organisé, on appelle ça maintenant du terrorisme. Et le régime d'exception se met un peu partout dans les pays du monde. Donc, on s'est intéressé à l'Indonésie, l'Irak et le Nigeria. On a choisi évidemment deux pays où il y a un conflit et l'Indonésie où il n'y a pas de conflit actuel. Pour voir quelle était la différence un peu. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails méthodologiques de notre approche, mais je vous invite à regarder cette recherche, cette étude, mais je vais vous parler un petit peu des résultats. Le principal objectif, c'était d'informer les décideurs et les professionnels par rapport aux risques en matière de protection des enfants dans le cadre de la lutte antiterroriste et de donner des données probantes pour savoir comment améliorer les efforts de réinsertion des enfants. Et donc,
On a parlé par exemple d'assistance technique. Les résultats de cette étude peuvent être de ce fait utilisés par les décideurs politiques pour faire progresser les programmes de protection. Alors, le recrutement des enfants par les groupes terroristes, ce n'est pas exceptionnel, c'est l'un de nos résultats. Et ça s'associe au recrutement d'autres personnes par ces groupes criminels. Les enfants ne rejoignent pas de manière volontaire ces groupes. Cela est fait par de la coercition et dans une étude de l'ONU, on peut voir que euh, c'est par la coercition que ces enfants sont recrutés et en fonction de leur genre, en fonction de la durée de leur association avec ces groupes, les conséquences sont différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans tous les cas du traumatisme. Les méthodes de recrutement sont très variées, cependant. Les groupes terroristes vont cibler ou utiliser des techniques spécifiques pour cibler les enfants et les recruter. Et l'idéologie est souvent surestimée. Les pays en Europe parlent de radicalisation et donc de programmes de déradicalisation. On suppose que l'idéologie joue un rôle majeur. Mais un autre résultat, c'est que lorsque les enfants sortent de ces groupes terroristes, eh bien, c'est lorsqu'il y a un point de bascule entre l'expérience négative dans ce groupe et la possibilité d'avoir une vie plus positive en sortant de ce groupe. Et il faut voir comment les mesures antiterroristes sont contre-productives pour les enfants qui sortent de ces groupes. La réinsertion, notre étude montre que la réinsertion dans la société n'est pas différente lorsque ce sont des groupes armés, mais c'est beaucoup plus complexe lorsque les enfants sont identifiés comme étant impliqués dans ces groupes terroristes. Parce que on, on pense qu'ils sont d'autant plus une menace pour la sécurité. Et petite parenthèse ici, la professeure Fionnuala a parlé du mot association. On dit association avec ces groupes, et c'est le terme qu'on utilise dans ces recherches, parce que dans les principes de Paris, l'idée de dire association, c'était justement parce qu'il y a un chevauchement entre association avec les groupes armés et association avec les groupes terroristes. Et ça vise à prouver que ces enfants sont traités différemment par les groupes terroristes. Donc on parle de l'association dans la résolution de l'ONU. Et ça, il n'y a pas de responsabilité pénale avec ce terme. C'est un terme neutre. Et on peut utiliser recruter et exploiter aussi par les groupes terroristes. Et puis ensuite, il y a une autre catégorie, c'est ceux étant liés à des groupes armés ou terroristes. Voilà, il y a plusieurs termes, hein, il faut bien distinguer les différentes formulations qu'on utilise. Donc, ce qui est important, c'est que la stigmatisation de ces enfants et le rôle des approches sécuritaires et punitives ont mené à des violations des droits des enfants et ça a éclipsé l'importance de la prévention et de la réinsertion. Une petite minute encore pour parler des principales recommandations. La première, c'est le besoin urgent d'une approche qui est plus unifiée parce que dans les organisations de la société civile ou des gouvernements, etc., on utilise différents termes pour la même chose. On parle de violence armée, on parle de violence à l'encontre des enfants dans les conflits armés. Si on veut vraiment gérer ce qui se passe sur le terrain et mettre les enfants au centre de nos efforts, il faut qu'on comprenne bien de quoi on parle et comprendre la vulnérabilité de ces enfants quand ils sont recrutés par des enfants dans des contextes de conflit ou non, quelle que soit l'étiquette qu'on met sur ces groupes. Deuxième recommandation, l'importance d'investir dans la protection de l'enfant et dans les droits de l'enfant pour pouvoir accéder à de la sécurité et du développement. À partir du moment où on dépasse un petit peu la dichotomie perçue entre sécurité et droits de l'enfant, et qu'on se dit que ce sont des éléments liés et des intérêts complémentaires. Eh bien, à ce moment-là, les praticiens, les professionnels pourront agir différemment. Les enfants sont d'abord des victimes, mais ça n'a pas de sens si on donne aux juges des instruments nécessaires pour qu'ils, en réalité, puissent considérer les enfants
comme des victimes. Je vous invite à regarder cette étude et pendant la session en groupe séparé, on pourra continuer à approfondir. Mais n'hésitez pas donc à regarder cette étude. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Pendant les sessions en petit groupe, bien sûr, on poursuivra cette discussion et on pourra apprendre un petit peu davantage sur cette recommandation. Merci de parler de la stigmatisation, c'est quelque chose d'important, il faut qu'on en discute. Il faut peut-être qu'on change de terminologie. Le mot exploitation des enfants doit être central dans nos discussions. Maintenant, permettez-moi de passer à notre prochain orateur, Monsieur Joe Baker. Je connais Joseph depuis longtemps. Nous avons travaillé sur une étude avec Manfred et son équipe. Elle est directrice du plaidoyer de la division des droits de l'enfant à Human Rights Watch. Elle a travaillé sur les enfants dans les conflits armés depuis plus de 25 ans. Elle est, comme je l'ai dit, directrice du plaidoyer de la division des droits de l'enfant. Elle va nous parler de la situation des enfants, notamment les enfants détenus parce que les membres de leur famille sont suspects. Vous avez la parole. Thank you, Tagreed. Merci, Tagrid. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui, en particulier dans ce panel avec Omar Kader, d'avoir la possibilité de le rencontrer. C'est la première fois. J'ai suivi, pardon, l'histoire de Omar depuis des années. J'ai été à Guantanamo Bay pour assister à des audiences d'Omar et d'autres enfants détenus à Guantanamo. Je me souviens d'avoir rencontré euh, le ministre du ministère de la Défense aux États-Unis qui refusait de considérer Omar comme un enfant alors qu'il n'avait que 15 ans. Je me souviens de discussions avec le ministre des Affaires étrangères du Canada qui refusait d'aider Omar alors qu'il était un ressortissant canadien. Ces réunions, ces conversations, c'était il y a 20 ans. Mais malheureusement, elles sont emblématiques de la manière dont les pays continuent à aborder les enfants aujourd'hui, des enfants qui ont été accusés d'association avec des groupes présumés terroristes ou décrits comme terroristes. Je veux parler des enfants qui restent détenus au nord-est de la Syrie. Ils méritent notre attention. C'est la plus grande quantité en nombre d'enfants qui sont privés de liberté de manière arbitraire dans le monde. D'abord, qui sont ces enfants? Quand l'étude mondiale a été publiée en 2019, on a signalé qu'il y avait 29 000 enfants détenus dans le nord-est de la Syrie. Nombreux parmi ces enfants sont irakiens, donc de pays voisins, mais à peu près 10 000 viennent de 57 pays différents à travers le monde. Beaucoup parmi eux ont été emmenés en Syrie par leurs parents qui voulaient rejoindre Daesh ou vivre dans le califat. Une partie s'y sont rendus eux-mêmes. Beaucoup sont nés en Syrie ou dans les camps dans lesquels ils sont actuellement détenus. Comme l'a dit Fionnuala, la majorité ont moins de 12 ans, bien trop jeunes pour avoir joué un quelconque rôle actif au sein de Daesh. Et ils sont punis aujourd'hui pour les décisions de leurs parents. Ni les enfants, ni les parents qui sont détenus n'ont pu comparaître devant des autorités judiciaires pour pouvoir questionner la légalité de leur détention. Donc leur détention est arbitraire et contraire au droit. La détention seulement au motif de l'appartenance familiale est un crime de guerre. Les conditions dans le camp sont hautement dégradantes, souvent inhumaines. Elles sont devenues de plus en plus dangereuses, violentes aussi, puisque de nombreux détenus ont commis des meurtres sur d'autres détenus, sur les membres de l'autorité du camp ou sur des personnels humanitaires. Certaines personnes du camp expliquent qu'elles cachent leurs enfants dans les tentes pour les protéger de délits sexuels ou de combats. Alors, que s'est-il passé ces 5 dernières années?
Depuis 2019, 36 pays ont rapatrié leurs ressortissants de Syrie. En Irak, 10 000 citoyens ont été rapatriés, dont des enfants. En revanche, dans tous les pays du monde, ils ont accepté donc 220 000 ressortissants avec le Kazakhstan, l'Amérique centrale, le Tadjikistan notamment. Ils ont exprimé on a exprimé des inquiétudes concernant le traitement de ces personnes. Pour les rapatriements qui ont eu lieu, plusieurs évolutions positives ont influencé les pays, je crois, d'une certaine manière. L'une a été mentionnée par Mankiko. Le comité des droits de l'enfant a pris des plaintes individuelles de la Finlande et de la France concernant leur échec à rapatrier les enfants. La France, par exemple, a rapatrié 35 enfants seulement, au cas par cas. Mais en 2020, en février, le comité a stipulé que le manque de rapatriement en France violait les droits des enfants et a demandé à la France de reconsidérer ces cas de rapatriement. Et depuis lors, donc, la France a rapatrié 130 enfants supplémentaires. Fanoula a joué un rôle important en tant que rapporteur spécial sur la lutte contre le terrorisme. Elle a demandé à plusieurs reprises aux États de rapatrier leurs ressortissants. Elle a sollicité 37 pays différents et elle a vraiment insisté sur le fait que le rapatriement est la seule réponse qui respecte le droit international. Un troisième facteur, c'est les cours nationaux. Par exemple, les tribunaux nationaux en Allemagne, par exemple, ils ont accepté de rapatrier des enfants, mais pas leur mère. Or, cela viole le droit à la famille en Allemagne. Et donc, un pourcentage limité des femmes ont pu être rapatriées. Au Danemark, il y a eu aussi des jugements en faveur de la rapatriation et du regroupement familial des femmes avec leurs enfants. Non seulement c'est dans l'intérêt de l'enfant, mais c'est aussi dans l'intérêt de la sécurité nationale. En Finlande, par exemple, l'envoyé pour le repatriement estimait que moins c'était fait, plus elle était difficile de rétablir la sécurité. Beaucoup de pays ont rapatrié leurs ressortissants, mais certains refusent toujours de rapatrier les enfants, notamment Trinité et Tobago, un petit pays des Caraïbes qui a le plus grand nombre de ressortissants proportionnellement à sa proportion, à avoir rejoint les troupes en Syrie. On a vu aussi une augmentation des rapatriements en 2022-2023, mais une diminution de nouveau en 2024. Ça va prendre des décennies de vider les camps de ces enfants. Donc certains sont vraiment réticents à récupérer les enfants parce qu'ils les considèrent comme des menaces nationales. Ils les considèrent comme des bombes à retardement, selon certaines expressions utilisées. Et donc on a recueilli des informations sur la situation de ces enfants rapatriés dans 7 pays d'Europe et d'Asie centrale. Et vous serez peu surpris d'apprendre qu'ils n'ont pas planifié d'attaques terroristes. Ils, au contraire, fréquentent des écoles, ils se font des amis, ils jouent au foot, ils jouent de la musique, ils visitent des zoos.
Des membres des familles nous disent également qu'ils sont avides d'informations sur le monde qui les entoure et qu'ils ont de bons résultats scolaires. Beaucoup d'entre eux connaissent encore des difficultés du fait de ces années vécues dans des conditions terribles dans les camps de Syrie, mais beaucoup sont remarquablement bien intégrés dans leur communauté. Donc en conclusion, l'échelle de cette crise requiert une attention continue. Il faut en faire une priorité, notamment étant donné la situation en Syrie récente. Nous allons continuer nos efforts de plaidoyer. Il y a certains pays qui sont un petit peu dépassés par ces retours. Ils les considèrent comme des enfants différents, mais en réalité, ils ne sont pas si différents des enfants réfugiés ou d'autres qui ont été touchés par des conflits armés et qui ont vécu des situations difficiles. Les mêmes pays qui ont résisté au rapatriement ont accepté des milliers de réfugiés avec des programmes très efficaces pour les réinsérer. Ce sont les mêmes programmes qui peuvent être appliqués aux enfants rapatriés. Souligner aussi que le rapatriement des enfants, non seulement est dans l'intérêt des enfants, mais aussi dans l'intérêt de la sécurité nationale. Des experts et des personnels de l'ONU ont souligné que le, le danger réside dans le fait qu'ils restent dans ces camps où ils sont en face confrontés à des risques de radicalisation. Et la situation est d'autant plus urgente que la situation a évolué en Syrie depuis ces dernières semaines avec la chute du régime Assad. La Turquie essaie de reprendre le contrôle du nord-est de la Syrie. Les violences euh, ont explosé et les enfants sont détenus avec une défense de leurs droits qui est en question. Elles devraient être rapatriées de toute urgence. La seule solution durable, c'est que les gouvernements rapatrient ces enfants dans leur pays. Alors seulement, ils pourront reconstruire leur vie à travers ces systèmes de protection et de réinsertion. Merci. Thank you, Joe, very much. Merci beaucoup, Joe, pour ce point d'actualisation sur la situation dans le nord-est de la Syrie. En effet, c'est opportun, comme vous le dites, du fait de l'actualité. J'espère que tout le monde en tirera des apprentissages de l'expérience finlandaise euh, et de ses références à la sécurité nationale. Ces enfants qui sont laissés dans ces situations chaotiques, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de leur évolution? Ce sont des questions à poser. Merci beaucoup. J'ai une question logistique pour Alex. Il y a apparemment une déclaration vidéo. Est-ce qu'on peut remettre cela à la fin de la session? Parce qu'il est déjà 10h30. Oui, donc quand vous terminerez, en effet, on procédera à la projection de la vidéo, la déclaration par vidéo. D'accord. Nous allons conclure maintenant avec notre dernier intervenant en arabe. On dit que la fin sent le parfum. Et donc ici, j'accueille Tia qui a 15 ans, qui vient d'arriver du Liban pour partager avec nous ses opinions et ses idées. Et elle parle de tout son cœur avec nous sur l'expérience des enfants libanais dans ce contexte de conflit. Bienvenue. Bonjour. La situation des enfants en conflit armé et les droits qui leur garantit, le droit à la survie, sont souvent donc détenus, blessés
attaqués, traumatisés et sont sans domicile. Ils n'ont pas accès à l'aide médicale et ils sont aspirés par ces conflits. Les conséquences s'étendent à ceux qui survivent, mais qui souffrent de la perte de leurs proches, de leurs parents et d'événements traumatiques. Il y a eu une utilisation de phosphore qui a un impact sur la santé également des enfants et d'uranium appauvri. La Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant doit garantir une protection de tous les enfants qui sont touchés par les conflits armés et son protocole optionnel, facultatif, notamment sur les droits de l'enfant et l'implication des enfants dans les conflits armés 2022. Les autres normes internationales, comme le droit international humanitaire, doit préserver cette solidarité et sécurité pour les enfants. Ils doivent pouvoir voir leur droit à la vie protégé. Dans l'article 38 de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant, le droit humanitaire international établit des règles claires sur l'obligation de protéger le- ces enfants. La situation du Liban depuis le 7 octobre s'est dégradée et depuis le 28 novembre, plus d'une centaine d'enfants ont été tués et des centaines d'enfants ont été blessés. Plus d'1,5 million de personnes ont été déplacées. Nous condamnons fermement le meurtre de civils et d'enfants et toutes les violations du droit international. Ces opérations militaires contre la population libanaise et notamment les enfants a provoqué des déplacements considérables, des destructions d'infrastructures publiques comme les écoles ou des hôpitaux qui privent les enfants de leur droit à l'accès à des soins et à la protection. Également à une dégradation des sols et l'utilisation de produits toxiques représente une menace pour ces régions densément peuplées. J'aimerais aussi partager des messages d'enfants lorsque j'ai visité des institutions au Liban. Ils, ils ont été témoins d'attaques et ils ont été terrifiés. Ils ont quitté leur foyer et vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas d'eau pour se laver. Et quand on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils pensent de la liberté, ils disent la guerre m'a enlevé, m'a ôté ma liberté et je ne peux plus rien faire. L'Israël peut faire ce qu'il veut, mais nous sommes piégés par cette guerre. Donc arrêtez les bombardements pour que les enfants puissent retourner à l'école. L'éducation, c'est la seule arme avec laquelle les enfants peuvent se battre. Encore une chose, faire du sport ou des activités, c'est des activités utilisées pour recruter des enfants sans que les parents soient conscients. On leur apprend à utiliser des armes pour s'en servir dans les conflits. Et là, c'est la fin de leur vie. Ces personnes
il y a des personnes qui dorment dans leur voiture pour pouvoir arriver à l'école, qui est le seul endroit sûr qu'ils connaissent. Et donc ils sont déçus et ils se sentent seuls quand on on n'est pas intéressé par leur situation. Une jeune fille a toujours peur quand elle voit des sacs plastiques volés, emportés par le vent, et elle panique parce que elle pense que lui rappelle des bombes en fait. Merci beaucoup. Thank you, Tia. Merci, Tia. C'est vraiment difficile de rebondir sur ces témoignages. Je vais clôturer cette session et j'aimerais dire le traumatisme, la guerre, la détention, les souffrances. Voilà ce que subissent ces enfants et on devrait être présent pour les protéger. Manfred, je crois que nous devons donner, laisser les discussions pour les sessions en groupe. Nous avons déjà dépassé de 10 minutes cette session. À moins qu'on nous accorde 10 minutes supplémentaires, c'est vous qui décidez, Alex. Oui, je préfère que l'on prenne peut-être une question d'un enfant et une question d'un adulte et ensuite le reste de la discussion se fasse après la pause. J'ai aussi des annonces, il y a des personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, donc il faut faire un petit point logistique. Mais donc, vous pouvez prendre une question. Nous allons donner la priorité aux enfants et puis après aux adultes. Oui, alors votre nom et votre question. Je représente les enfants palestiniens. Je vais parler en arabe. Allez-y, la parole est à vous. Est-ce qu'on va voir dans le futur des procédures, des protocoles, des lois qui vont faire pression sur les gouvernements pour qu'ils changent leur comportement vis-à-vis des enfants dans le cadre des lois internationales, du droit international? Merci. Let's give the kids the priority first and then. Yes. Donc on va laisser la priorité aux enfants. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Philippe Pissi-Pelikata. Je suis présidente des réseaux du Sierra Leone et des Sierra Leone. Ma question, c'est que donc ces enfants qui sont associés à des groupes terroristes, comment garantir qu'ils aient accès à la justice quand leurs droits sont violés? Alors, est-ce que vous pourriez répéter la question? Ce n'est pas votre faute, mais parce qu'on n'a pas écouté l'interprétation. Donc, comment garantir que ces enfants qui sont associés à des groupes terroristes, comment s'assurer qu'ils aient accès à la justice quand leurs droits sont violés? Merci beaucoup, Manfred. Je ne peux pas te refuser la parole. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste féliciter les organisateurs, car c'est un panel le plus extraordinaire que j'ai vu depuis longtemps. Commençant par toutes ces interventions d'experts et l'intervention d'Omar sur à Guantanamo, il y a encore 600 détenus et maintenant 27, il me semble. Oui, 30 hier, 27 aujourd'hui. Oui, donc il n'y a pas encore beaucoup de temps. Dès que Trump arrivera au pouvoir, je crois que ces gens resteront enfermés. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire pression sur
l'administration pour libérer certains des détenus qui restent. Pour ce qui est des enfants dans le nord de la Syrie, et il est aussi urgent du fait de la situation et du rôle joué par la Turquie. Et il y a eu des avancées, comme vous l'avez dit. Par exemple, un cas en Autriche. Mais combien y en a-t-il encore? Je n'ai pas eu les données les plus récentes. Merci beaucoup pour ce panel. Merci. Merci. Oui, vous avez la parole. Je vais parler en arabe. It was not translated. La première question n'avait pas été traduite, visiblement. صباح الخير للجميع. Bonjour tout le monde, je suis Jamaljit de la Jordanie. Je suis ici aujourd'hui pour vous transmettre les sentiments des enfants de Gaza, des sentiments mélangés avec du sang, de sentiments de froid, de faim, pour vous dire que le génocide qui est en cours aujourd'hui mérite qu'il y ait une session spéciale pour parler de l'accès à la justice dans le cadre de ce génocide. Nous sommes tués matin et soir. Nos enfants sont dépourvus de leur droit d'accès à la nourriture, d'accès à l'eau, leur droit à l'abri pour être protégés des intempéries. Nous parlons dans le cadre de la reconnaissance de ce crime de génocide. Et ici, en tant que défenseur des droits de l'homme, j'aurais vraiment souhaité qu'il y ait une session spéciale dédiée au génocide et aux droits des enfants. Nous ne sommes pas uniquement tués par les balles. Et je voudrais le redire ici dans cette session. Nous ne sommes pas uniquement tués par les balles israéliennes. Ce qui tue vraiment nos enfants, c'est le système qui a permis aux grandes nations de mettre fin de faire son veto contre ce génocide. C'est le veto qui tue nos enfants. Si cette loi n'est pas révisée, nos enfants vont continuer à subir tout ça, vont continuer à mourir. Merci. En effet, notre orateur précédent a pu en parler aussi. Mais en fait, la dernière chose, bon, je voudrais accorder 1 minute à chacun de nos panélistes pour des remarques et des réponses aux questions qui ont été posées. Et puis, on va commencer donc avec Alexandra. 1 minute, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais répondre à la question comment assurer qu'il y ait un accès à la justice pour les enfants. L'une des choses qu'on a pu réaliser, c'est l'importance de se centrer sur le recrutement. Si un enfant est recruté par un groupe armé, un groupe criminel, le recrutement, c'est un crime selon de nombreux régimes de droit international. Donc, il faut renforcer les systèmes de redevabilité pour que les auteurs de crimes de recrutement soient portés devant la justice. Ça ne veut pas forcément dire d'aller à travers un système formel judiciaire. Je crois que la justice réparatrice, la justice dans des cadres un peu plus informels que le système judiciaire national officiel peut permettre d'accéder à la justice pour les enfants. Je crois qu'il faut démonter l'architecture de l'antiterrorisme qui a été construite depuis 2 décennies. Nous devons commencer à l'ONU. Il y a une architecture de la lutte antiterroriste dans l'ONU qui doit être réduite en taille et il faut mettre fin aux activités antiterroristes qui ne tiennent pas compte des droits humains. Et
Par rapport aux deux commentaires, oui, il y a encore 27 hommes qui restent à Guantanamo, à Cuba, au moins un qui était un enfant quand il est arrivé là-bas il y a 20 ans. Et dans les prochaines semaines, c'est essentiel que l'on mette autant de pression possible sur les autorités américaines pour que euh, ces 27 personnes soient libérées. En Syrie, on est face à un problème majeur. Le manque d'attention à la situation des camps, à la fois ce manque d'attention par l'ONU et par les États membres. Il y a 57 États membres qui possèdent des ressortissants dans les camps, qui doivent ces ressortissants être ramenés chez eux. C'est vraiment un impératif. Ça doit être un impératif du Conseil de sécurité, de tout acteur du droit et des droits humains actuellement. Merci. Je n'ai rien à ajouter, mais je voulais me faire écho à ce qui vient d'être dit et répéter encore qu'on n'a aucune, pour l'instant, loi qui permette d'encadrer en fait les activités antiterroristes. Vous avez fait un travail magnifique en tant que rapporteur spécial, mais nous devons nous centrer maintenant sur les enfants par rapport à ce régime de la lutte antiterroriste. Donc, on a beaucoup discuté, il y a déjà de nombreuses idées, hein, mais maintenant il faut agir, c'est ça que j'aimerais dire. Merci. Oui, je crois que c'était le premier délégué qui avait commenté ou demandé. Bon, comme on l'a dit ici, on n'a pas besoin de nouvelles législations nationales, on a besoin de les appliquer, de les faire respecter. Je crois que de nouveau, hein, c'est à nous de faire davantage pour mettre la pression sur les États membres. Merci. Manfred a demandé combien des 29 000 enfants qui étaient détenus il y a 5 ans sont encore dans des camps de la Syrie du Nord-Est, de la Syrie. Eh bien, on a des chiffres assez précis. On sait que 2200 enfants ont été rapatriés. Maintenant, c'est combien ont été rapatriés en Irak? Parce que on sait que 10 000 ont été ramenés de personnes, mais combien sont enfants parmi ces personnes? Et peut-être que entre 20 et 25 000 enfants restent dans ces camps actuellement. Je voulais rebondir sur le fait que le terme terroriste a été employé à tort ou abusivement. Le fait d'étiqueter les gens comme terroristes, il faut arrêter parce qu'au final, les gens sont des gens, les personnes sont des personnes dans le cadre des droits de l'homme. Un enfant, c'est un enfant. Il faut cesser d'utiliser cette étiquette et revenir à la base, à savoir les droits de l'homme. Merci. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci pour ces présentations, ces interventions. Merci au public de nous avoir écoutés. J'espère vous revoir pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet en particulier. Vous revoir dans les groupes, les sessions en petits groupes. Merci. Une session et panel remarquable. Bravo encore. Donc, tout d'abord, une déclaration de 3 minutes du Haut Commissariat aux droits de l'homme dans le nom de l'oratrice qui n'est pas à Genève, mais qui nous a envoyé un message vidéo. Quelques informations logistiques pratiques parce qu'on va changer de salle aujourd'hui et de format. Peut-être que tout le monde n'a pas le programme. Donc, il faut commencer pour ces personnes à aller s'inscrire devant les salles EF au 3e à côté d'ici. Et elles recevront, ces personnes, un programme. La pause se fera après cette déclaration vidéo. Ce sera, comme toujours, près de l'exposition sur la Palestine et les enfants, dans l'espace Wangari Maathai, donc au 2e étage. Ensuite, après cette pause café, vous vous répartirez en petits groupes. Il fallait s'inscrire, il fallait choisir. Il y a 4 groupes. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire maintenant. Ces 4 groupes reprennent les thèmes plénières. Donc, les enfants dans l'administration, ce sera salle F. Les enfants privés de liberté, donc dans l'administration de la justice, le modérateur sera Tom Liefard. Ensuite, salle 15, ce seront les enfants privés de liberté dans les institutions. Ce sera modéré et co-modéré par professeur Davidson et un autre membre du groupe.
Marianne Black sera la rapporteure. Troisième groupe sur les enfants en situation de migration, privés de liberté. Ce sera modéré par Madame Nantina Zekeri. Ce sera en salle 11 et 12. Désolé. La première, ou plutôt les enfants de liberté, privés de liberté dans le contexte des institutions, c'est en salle 15. Et dernière salle, donc c'est-à-dire pour cette discussion que l'on vient de tenir ici, ce sera dans la salle E. Ce débat donc sur les enfants privés de liberté dans des contextes de conflits armés et de sécurité nationale. Cette salle aura de la traduction, interprétation en anglais, arabe. La première, dans la salle F, aura comme langue active anglais, français, arabe. Ce sera aussi un format hybride, donc à la fois en ligne et en présentiel ici. La seule réunion qui ne sera pas également en ligne, c'est celle sur les institutions. Il y a une salle qui sera libre si vous voulez vous retrouver en plus petit groupe encore. Autre chose que je voulais dire, c'est que demain, on se retrouvera en plénière comme hier dans la salle EF à côté d'ici. Parce qu'aujourd'hui, donc ensuite, il y aura le déjeuner à 12h30. Ce sera donc malheureusement une session de 1 heure au lieu d'1 heure et demie, mais ensuite, il y en aura une autre session d'1 heure et demie après le déjeuner, donc avec les 4 mêmes groupes. Et puis, les événements parallèles que vous retrouverez dans le programme, ce seront les mêmes groupes. Tout cela est indiqué dans le programme. Si vous n'avez pas encore signé, il faut que l'on s'inscrive chaque jour et que l'on signe une feuille de présence. C'est une requête et une demande de nos bailleurs que l'on doit respecter. Donc ça, c'est devant la salle EF. Maintenant, la petite déclaration vidéo. Et puis ensuite, on passe à la pause. Excellences, mesdames et messieurs, chers enfants, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisatrices et organisateurs d'avoir convoqué cette conférence importante et opportune sur la justice pour les enfants privés de liberté. 5 ans après l'adoption de l'étude mondiale sur les enfants privés de liberté, qui a fait date, beaucoup trop d'enfants dans le monde continuent d'être privés de cette liberté dans des contextes tels que l'administration de la justice en prison, avec les personnes qui s'occupent d'eux, dans des institutions, dans les conflits armés de plus en plus souvent, et pour des raisons de sécurité nationale. L'étude mondiale a mis en lumière les façons dont les enfants sont privés de leur liberté, les conditions auxquelles ils sont confrontés et l'impact dévastateur de la détention sur leurs droits, notamment sur leur santé physique et mentale, sur leur éducation, ainsi que sur leur survie et leur développement à long terme, pour ne citer que cela. Ces enfants sont souvent invisibles, avec un accès limité à la justice en cas de violation de leurs droits. Le droit international des droits de l'homme est clair. Les enfants ne devraient pas être privés de leur liberté ne devraient être privés de leur liberté qu'en dernier recours et pour la période la plus courte possible. En principe, la privation de liberté doit être évitée et on ne saurait trop insister sur ce point. Le droit international établit les obligations des États, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs, y compris la procédure de communication qui doit permettre aux enfants d'accéder à la justice lorsqu'elle ne peut être obtenue à l'échelon national. Le cadre international contient également de nombreuses normes et standards internationaux en matière de détention dans le système judiciaire. Par exemple, l'Observation générale 24 du Comité des droits de l'enfant fournit des lignes directrices claires aux États sur la manière de mettre en place des systèmes de justice pour enfants qui soient conformes à la Convention. Je me réjouis également de l'accent mis sur le projet actuel du comité, l'Observation générale numéro 27, sur les droits des enfants à accéder à la justice et à des recours effectifs, qui fournira des orientations aux États sur ce qu'implique réellement l'accès à la justice pour les enfants et sur la manière de garantir la responsabilité de tous les enfants où qu'ils se trouvent. L'étude mondiale contient une série de recommandations importantes sur la prévention de la détention des enfants et sur la manière de s'attaquer à ces causes profondes de manière systémique et coordonnée. Et cela pour permettre aux enfants de survivre et de réaliser pleinement leur potentiel.
Les progrès dans le monde sont souvent lents et faire de ces normes une réalité reste un grand défi. Cela demandera un effort collectif important pour parvenir à un changement, mais nous ne devons pas perdre espoir. Si nous assistons à un recul des droits de l'enfant dans certains pays, d'autres montrent la voie à suivre. Un exemple, cette année, le Parlement écossais a passé une législation pour que les enfants ne soient pas placés en prison et que ce n'était pas avant 18 ans qu'on pouvait être placé en institution. Je demande à ce que euh, les recommandations de l'étude mondiale soient mises en œuvre de toute urgence et je vous demande à toutes et tous de défendre aujourd'hui et chaque jour les droits des enfants partout dans le monde. Merci pour votre attention. Everybody can go now for a break. Voilà, nous allons maintenant passer à la pause. 20 minutes de pause donc dans l'espace Wangari Maathai au 2e étage.